Tour. Présent. Madame Sophie Mérès. Monsieur Michel Noblet. Présent. Madame Céline Morin. Présent. Monsieur Félicien Margaritas. Présent. Madame Patricia Charton. Présent. Monsieur Marcel Belleuil. Présent. Madame Noël Proust. Présent. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Bah, elle arrive. Vous l'avez? Elle l'a envoyé à moi. Tu l'as envoyé? Bon, alors, ok, absente. Avec procuration, c'est pouvoir acquis. D'accord. Donc, monsieur Philippe Miraud. Oui. D'accord. Madame Isabelle Rambose. Présent. Monsieur Joël Maillard. Présent. Madame Martine Joly. Présent. Monsieur Serge Challerin, absent. Pouvoir à... D'accord. Monsieur Philippe Guillonneau. Présent. Monsieur Xavier Lefebvre. Présent. Madame Myriam Mathieu. Présent. Madame Jessica Kellier, absente. Pouvoir Monsieur Félicien Margaritas. Monsieur Vincent Couric, absent. Pouvoir à Céline Morin. Monsieur Claude Copin, absent provisoirement, il sera en retard. Pouvoir à Madame de Roquefeuille. D'accord. Madame Sylvie Béguier. Présent. Monsieur Nelson Dos Santos. Monsieur Serge Loisel. Présent. Madame Fabienne Kerverne. Madame Sophie Sauter, absente. Et Madame Danielle de Roquefeuille. Présente. Très bien. Bien, nous allons passer à la désignation d'un secrétaire de séance. Alors, qui se présente? Monsieur Félicien Margaritas. Bien, donc on va commencer l'ordre du jour. Alors, modification du tableau des effectifs. Alors, il y a eu un certain nombre de mouvements du personnel, et donc, comme d'habitude, il faut remettre à jour le tableau des effectifs de la ville. Alors, nous avons un agent sous le grade d'adjoint administratif principal deuxième classe qui va être recruté au service scolaire pour remplacer un agent en mobilité. Alors, voilà. Un agent réussit le concours de rédacteur territorial, il détient le grade d'adjoint administratif principal première classe, il convient donc de transformer le poste. Un agent réussit le concours d'ATSEM principal deuxième classe, donc elle détient le grade d'adjoint technique actuellement, donc il faut transformer le poste. Un agent va bénéficier d'un reclassement pour raison médicale, comme il détenait le grade d'agent de maîtrise. Et dans ses nouvelles fonctions, dans la filière administrative, il sera sur un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe. Voilà. Donc il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit. Donc, dans la filière administrative, création de 2 postes d'adjoint administratif principal de deuxième classe, suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe. Dans la filière technique, suppression d'un poste d'adjoint de maîtrise. Et dans la filière médico-sociale et technique, création d'un poste d'ATSEM principal deuxième classe et suppression d'un poste d'adjoint technique. Voilà. Avez-vous des questions? C'est habituel, hein, dès qu'il y a des personnes et des agents qui passent des concours et qui les réussissent, donc il y a forcément des changements, etc. Voilà. Bien. On peut passer au vote. Qui est pour? N'oubliez pas les pouvoirs. L'unanimité, merci. Qui est présent? Qui s'abstient? Bon, je dis que c'était à l'unanimité. Je suis fatigué. J'avoue que j'ai quelques jours de fatigue devant moi. Voilà, je demande pourquoi. Je passe la parole à Monsieur Félicien Margaritas concernant la dénomination de la maison médicale. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc comme vous le savez, du 15 au 18 avril dernier, il y a eu un vote pour déterminer le nom de la maison médicale qui va bientôt ouvrir à Ben. On a fait à peu près comme pour la dénomination du terrain multisport. Non, pas du... Non, c'était pour
de la citadelle, c'est ça. Non, c'était pas ça. C'était la salle des fêtes, autant pour moi. Navré pour ce trou de mémoire. Donc on a proposé plusieurs noms au vote des habitants dans plusieurs lieux de la commune, donc plusieurs commerces et sur Internet. Et les noms ont été proposés par l'intégralité des élus et par les professionnels de santé. Donc il y a eu un vote. La maison de santé du Mal-Droit est arrivée en dernière position. Ensuite, maison de santé Nicole Gérard-Mangin en deuxième position. Et c'est Louis Pasteur qui a gagné avec 288 votes, sachant que la participation a été de 756 votes. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour la ville de Bène, puis surtout au regard de l'enjeu qui n'est pas forcément extraordinaire. Donc c'est bien que ce nombre de personnes se soit déplacées, soit ait fait la démarche d'aller voter. Donc, comme il faut une délibération pour nommer des équipements, on propose juste de valider le vote des habitants en nommant la future maison de santé Louis Pasteur. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je laisse la parole à M. Félicien Margaritas pour la dénomination du terrain synthétique. Donc, deuxième délibération de dénomination, comme quoi on enchaîne la construction d'équipements, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même signe que depuis que nous sommes arrivés, il y a quand même beaucoup d'équipements qui sont maintenant nouveaux et à disposition des habitants, donc c'est un bon signe, je tiens à le souligner. Donc cette fois-ci, c'est pour le terrain synthétique. Alors on n'a pas fait de vote pour celui-ci, c'est un nom qui a été proposé par le club de football de la ville de Bène. Donc il est proposé aux membres de cette assemblée de nommer le terrain synthétique qui va être d'ailleurs inauguré dans les prochains jours, samedi, avec le nom Laura Georges, donc qui est le nom d'une internationale de football, ex-internationale de football féminine française qui a été entre autres sélectionnée 188 fois en équipe de France, donc un sacré palmarès, et qui sera d'ailleurs présente pour l'inauguration ce samedi du terrain synthétique. Voilà, est-ce que Philippe, je laisse peut-être Philippe rajouter quelque chose. Oui, ce nom a été choisi. Alors la volonté, vous avez peut-être vu la publicité qu'a pu faire le Football Club de Bène sur la journée de samedi, puisqu'on parle de samedi pour l'inauguration. La volonté a été de mettre en avant le sport féminin. C'est la raison pour laquelle le choix s'est porté sur Madame Laura Georges, qui est, outre son passé sportif, est maintenant secrétaire générale à la Fédération française de football, et qui a accepté d'ailleurs avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'honneur cette proposition. Toute la journée d'ailleurs, je vous invite à venir au stade de Mortenay parce qu'il y aura des démonstrations de football féminin, des matchs de football féminin. Laura Georges a invité quelques anciennes coéquipières pour faire un petit match de démonstration. Donc voilà, comme j'espère qu'il fera beau, ce n'est pas gagné. On va prévoir le beau temps, mais je vous invite à venir, ça risque d'être sympa. Et c'est cette idée de favoriser le sport féminin, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Donc effectivement, on n'a pas fait comme pour les autres équipements un sondage auprès de tous les habitants, puisque le foot avait choisi quelque chose qui nous convenait de toute façon. Voilà. Ce qui montre, voilà, donc il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de valider la proposition de dénomination pour le terrain synthétique. Voilà. Si vous avez des questions? Pas de questions? Merveilleux. Si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bon, je vais passer la parole à M. Thierry Deléan concernant les tarifs municipaux. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération est le fruit d'un travail qui a été initié au mois de novembre 2021. L'ambition, c'était de réunir sur une même délibération l'ensemble de tous les tarifs que la mairie peut imposer pour certaines prestations, et on va les voir tout à l'heure. Cette réflexion a été conduite en concertation avec tous les élus des commissions. Ça s'est passé en 3 temps, on va dire. La collecte des informations par les services des délibérations anciennes pour
en gros appréhender le périmètre des délibérations, enfin des tarifications à modifier. Il y a eu un premier atelier de travail au mois de novembre de l'année dernière avec les élus pour échanger sur les tarifs, et ce travail a été finalisé au mois d'avril avec les élus, y compris les élus de la Commission des finances. Je tiens à signaler que tout le monde a participé, c'était très constructif comme discussion. Donc cette délibération regroupe tous les tarifs, donc, qui vont concerner les locations et l'occupation des équipements sportifs, les locations de matériel, les tarifs funéraires, l'occupation du domaine public, les locations d'emplacement et de raccordement électrique des entreprises professionnelles, les tarifs de transport de bus, les tarifs sur les services techniques. Alors un point particulier sur ce sujet, on a voulu créer un tarif de prise en charge de non-entretien potentiel, et qui peut arriver parfois, par des particuliers, soit de leur devanture, ou soit de l'élagage de leurs arbres, etc., qui peuvent avoir un impact sur l'espace public. Je rappelle d'ailleurs à ce propos qu'il appartient à chaque personne d'entretenir, de désherber, etc., devant chez lui. Après plusieurs relances qui sont faites par la mairie, si on n'a toujours pas de travaux qui sont faits, d'élagage, de nettoyage, etc., cette délibération va permettre à la mairie d'engager un premier courrier qui va sommer la personne de faire les travaux, et si au bout d'un certain délai de 15 jours de mémoire, rien n'est fait ou on n'a pas de retour, c'est la municipalité qui prendra en charge aux frais réels, et qui facturera aux frais réels les personnes qui n'auront pas entretenu chez eux, donc après plusieurs relances. Donc c'est une démarche qui se veut pédagogique, parce qu'il y aura des relances, et si on n'a toujours pas de réponse, on a le devoir malgré tout d'entretenir et de faire en sorte que l'espace public soit correctement entretenu. La municipalité interviendra. Et il y aura aussi un frais de dossier, de 250 € parce que ce ne sont pas nos services qui feront les travaux, mais il y aura des recherches d'entreprise, des devis à faire, etc. Et tout sera facturé au prix réel. C'est un peu on va dire la grande nouveauté de ces tarifs. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des tarifs qui seront bien évidemment rendus publics à l'issue du vote et qui seront aussi sur le site de la municipalité. Juste un point d'organisation. Comme vous l'avez vu dans la délibération, les tarifs ces nouveaux tarifs seront applicables à partir du 1er juillet 2022 pour tout ce qui concerne le funéraire, l'occupation du domaine public, les locations d'emplacement et de raccordement au réseau électrique par les professionnels, les cars municipales, la location à travers la municipalité d'un transport de bus, tout ce qui concerne les services techniques, donc ce que je viens d'évoquer sur l'entretien des devantures de chaque maison, et des impressions. Et à partir du 1er septembre 2022, donc, ce seront les tarifs de location de matériel, de location et d'occupation d'espaces sportifs, les éventuels partenariats financiers sur les équipements sportifs, les tarifs de bibliothèque et la jeunesse aussi. Un mot sur la jeunesse, on ne change pas les tarifs pour Anima Jeune, qui reste identique, et on rajoute deux tranches de prise en charge CED de mémoire, qui correspond aux quotients familiaux. Un mot sur les coefficients familiaux. On l'a vu dans une délibération précédente, la municipalité a fait appel à un cabinet privé pour revoir la tarification du périscolaire, des cantines, etc. Le travail est toujours en cours. Un premier atelier de restitution aura lieu au mois de juin, le 14 juin de mémoire, ce qui nous permettra d'établir un calendrier d'ateliers de travail collectif pour réfléchir sur les nouvelles orientations de tarification périscolaire. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, je reprends la parole concernant l'attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association vidéo
Maurepas pour l'année 2022. Alors, comme vous le savez, sur un conseil précédent, on avait voté une convention entre la commune de Beynes et cette association pour le travail qu'elle avait effectué sur le film qu'elle avait fait sur le parcours de la Moule. Bien, le travail de la commune avait été essentiellement sur tout ce qui était administratif, demande d'autorisation de passage de drone, voilà, etc., etc. Et là, on a l'intention de réaliser un film sur Beynes avec cette association. Voilà. Bon, c'est en cours de discussion, bien évidemment, pour l'instant, on n'en est pas arrivé encore au détail. Et voilà, d'où notre volonté de le verser à cette association une subvention exceptionnelle de 200 € en reconnaissance du travail des bénévoles de l'association. Avez-vous des questions? Pas de questions? On peut passer au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, je vais passer la parole à M. Philippe Coustour concernant l'attribution d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association sportive bénoise de pêche, le Gardon de Beynes, pour l'année 2022. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, au-delà des subventions de fonctionnement qui ont été votées au dernier conseil municipal, il est tradition de voter des subventions exceptionnelles pour des associations qui ont une longévité assez importante. C'est le cas de l'association sportive Le Gardon de Beynes, qui a cette année fêté ses 60 ans. Et donc qui, dans ce cadre, a sollicité une aide financière exceptionnelle pour célébrer dignement cet événement, ce qui a été fait d'ailleurs. Et donc, comme de coutume, il vous est demandé d'accepter le versement à cette association d'une subvention exceptionnelle de 500 €. Avez-vous des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, merci. Donc je laisse la parole toujours à M. Philippe Le Coustour concernant l'attribution de subventions exceptionnelles de fonctionnement à l'association patriotique et de mémoire bénoise UNC Beynes pour l'année 2022. Oui, on est dans le même cadre exactement, sauf que là l'association fête ses 100 ans, puisqu'elle a été créée le 19 mars 1922. Et donc, alors là, la subvention n'est pas versée pour l'organisation d'une cérémonie particulière, puisque ce sont des cérémonies organisées par la mairie, en général, les cérémonies de souvenir des anciens combattants. En revanche, l'association avait pour besoin de changer son drapeau. Et là, ces drapeaux qui sont faits de façon artisanale, il y a dessus des barrettes en or, enfin des barrettes de fil d'or, enfin, il y a des choses assez précieuses. Donc pour pouvoir aider l'association à acquérir ce drapeau qui a un coût en gros de 1 600 €, comme pour le Gardon de Beynes, il vous est proposé d'accorder une subvention de 500 € à l'Union nationale des combattants de Beynes. Avez-vous des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je laisse toujours la parole à M. Philippe Le Coustour. Alors, nous sommes toujours dans la proposition d'attribution de subventions exceptionnelles, mais cette fois-ci à l'association Écurie La Traverse. Alors, vous connaissez le règlement. Normalement, une association qui est dans sa première année de fonctionnement n'a pas le droit d'avoir une subvention de fonctionnement. Néanmoins, au vu de l'investissement de cette association Écurie de la Traverse, non seulement pour les habitants bénois
mais aussi pour la commune, puisqu'à chaque manifestation, la responsable de l'association vient avec ses chevaux ou ses poneys pour faire des tours gratuitement, et ainsi de suite. L'association a besoin, pour améliorer les conditions de travail de son personnel, d'acheter du matériel, et donc elle veut acquérir un tracteur. Et donc il vous est proposé, pour l'aider dans son développement, et au regard, je vous dis, de son investissement pour la commune, il vous est proposé l'attribution d'une subvention de 1 000 € au profit de cette association. Avez-vous des questions? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser de quelle association et de quelle écurie il s'agit, s'il vous plaît? Alors, c'est l'écurie de la Traverse qui se trouve à la sortie de Ben, en haut des chênes, juste à la sortie Saint-Germain-la-Grange. C'est bien sur le territoire de Ben, pas sur Oui, Saint-Germain-la-Grange. oui. D'accord. Ce qui est normal pour une écurie, mais je ne vais pas me lancer des fleurs, je vais pas me lancer des anémones, mais quand même elle était bonne. C'est un peu cavalier. Merci. Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Madame de Roquefeuille. Merci. Excusez la parole à M. Philippe. Question concernant les règlements intérieurs des équipements sportifs. Alors, les équipements sportifs municipaux sont utilisés par différents utilisateurs, les associations, le scolaire, et donc ce sont des établissements recevant du public. Et donc la législation en matière de RP s'applique à tous ces sites, et il est donc normal que qu'il y ait eu un règlement intérieur mis en place, puisque c'est imposé par la loi. Les règlements intérieurs des différents équipements ont été définis en 2007 et 2011. Il est nécessaire aujourd'hui de les actualiser afin de les adapter au fonctionnement actuel et d'intégrer les nouvelles dispositions manquantes telles que les plans Vigipirate, puisque le plan Vigipirate en 2007-2011, heureusement pour cette belle époque, n'existait pas. Donc il y a 5 sites sportifs qui sont concernés: le gymnase Philippe Cousteau, le stade de Mortemer. Alors là, quand on parle du stade de Mortemer, on parle des terrains de foot, de tous, y compris des terrains synthétiques, bien sûr, la piste d'athlétisme et le boulodrome, les cours de tennis couverts et extérieurs, la salle de billard et les temps de pêche. Donc, il vous est donc proposé d'approuver les règlements intérieurs qui ont été conçus par les services, sachant qu'en gros, hormis effectivement l'ajout du plan Vigipirate, le but de ces règlements intérieurs a été, pour tous les sites, d'essayer de faciliter la tâche des associations. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple du gymnase. Avant, le gymnase fermait à 23 h, point final. Or, il y a des disciplines, je prendrai le tennis de table par exemple, ou le volley, où parfois on n'a pas fini avant 23 h. Se posait alors la question de la responsabilité. Est-ce qu'on devait laisser un opérateur, un agent sur place? Et en fait, la décision là, a été prise de dire que les associations sont responsables de leurs outils, ils n'ont pas envie de les casser, donc autant leur laisser un petit peu de marge pour les gérer elles-mêmes. Et donc lorsqu'il n'y a qu'une seule association, que ce soit à Mortemer, que ce soit au gymnase Philippe Cousteau, eh bien on les laisse libres de fermer l'équipement, bien sûr, à charge pour eux de veiller à ce que l'équipement soit fermé, que les éclairages soient éteints, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt un assouplissement de l'utilisation des équipements qui a fait qu'on a réécrit ces règlements intérieurs. Alors petite précision, par exemple, les temps de pêche, il était ouvert de 8 h à 19 h. Alors je parle ouvert, tout le temps ouvert, mais enfin il était ouvert à la pêche. Et en fait, on a regardé la réglementation, un étang de pêche doit être ouvert du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est comme ça que ça marche. Donc il fallait effectivement s'adapter. C'est la raison pour laquelle on a modifié le règlement de l'étang de pêche. Sinon, je vous dis, le but, c'est effectivement d'intégrer une petite souplesse et de responsabiliser les associations sur l'utilisation de leurs outils. Voilà. Merci, M. Cousteau. Avez-vous des questions à poser?
Pas de questions. On peut passer au vote. Bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien. Je vais passer la parole à Madame Sophie Mérès concernant le rapport d'activité du syndicat intercommunal de transport et d'équipement de la région de Rambouillet, le CITER, pour l'année 2021. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc ce rapport d'activité du CITER doit faire l'objet d'une communication au conseil municipal et il n'est pas soumis au vote. Donc on vous demandera de prendre acte de ce rapport. Juste pour rappel, donc le CITER, juste un petit historique rapide, le CITER a été créé en 1962 pour assurer le transport des élèves vers les établissements du second degré implantés à Rambouillet. Ça a été l'origine de sa création. Au fil des années, les transports ont concerné d'autres lycées, différents lycées, et ont évolué en ligne régulière. La compétence du syndicat s'est élargie en 2000 avec le transport de voyageurs. Depuis 2017, le CITER regroupe 58 communes et comprend 31 lignes régulières et un circuit spécial scolaire. L'exploitation des lignes concerne 4 transporteurs jusqu'à présent. Le CITER est l'interlocuteur unique d'Île-de-France Mobilité et il assure la gestion de ces lignes en collaboration avec Île-de-France Mobilité et les différents transporteurs. Donc au niveau des transporteurs, on a Transdev Rambouillet, Transdev Oudan, Pourtoul du groupe Lacroix et les Cars de Versailles. Le CITER a mis en place avec Île-de-France Mobilité le transport à la demande, un dispositif qui va être étendu à l'ensemble du territoire avec la création d'arrêts supplémentaires. Il faut savoir que les jeunes sont nombreux à utiliser le transport à la demande pour rentrer du lycée ou pour y aller, enfin, pour des raisons diverses, mais enfin, le public qui utilise ce système est majoritairement jeune. Le CITER a décidé d'accentuer la communication auprès d'autres populations pour justement permettre la bonne information et surtout l'utilisation par un public plus élargi. Par rapport à ce transport à la demande, les gares de Ben, de Villiers, Naufle, Jouarre seront concernées par le transport à la demande, donc avec la création de nouveaux arrêts. Il faut savoir qu'il y a un nouveau contrat qui est en cours de négociation par Île-de-France Mobilité. Dans ce cadre-là, le CITER a récolté les souhaits de modification des lignes de transport par les communes. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de retour sur ce point-là particulier. Pour ce qui nous concerne, nous avons demandé des lignes supplémentaires pour le collège et pour le lycée. Nous verrons à l'issue de la discussion si ce sera validé ou non. Nous pesons de tout notre poids pour que ça se fasse. Dernière information concernant le CITER, lors du vote du budget en avril dernier, il a été décidé de baisser la participation des communes pour passer à 0,35 centimes par habitant. Précédemment, c'était 0,40 centimes. Ça représente donc pour Ben une contribution de 2 681,70 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? À vous des questions? Pas de questions? On peut passer au vote? Non, il n'y a pas de vote. Ah, il n'y a pas de vote. Nous prenons acte. Donc on prend acte de ce rapport. Ok, très bien. Ensuite, alors, modification des statuts du syndicat d'énergie des Yvelines, le C. Pour ce faire, je vais laisser la parole à M. Philippe Perrault, qui est notre représentant auprès du C. Merci, bonsoir à tous. Donc, c'est mon sujet, un de mes sujets privilégiés. Donc, pour rappel, le C, syndicat des Yvelines, est un syndicat mixte, c'est-à-dire qu'il associe des collectivités territoriales ainsi des groupements de collectivités. Il regroupe en électricité 199 communes pour une population de plus d'1 million d'habitants et 91 communes en gaz pour une population de plus de 550 000 habitants.
La commune est l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité sur son territoire et doit, à ce titre, assurer une mission de contrôle du concessionnaire. Compte tenu de la complexité de ce contrôle, la commune de Beynes a transféré son autorité concédante au CEI. Au fil des années, le CEI s'est vu transférer davantage de compétences et de missions en matière d'énergie pour ses membres. Au regard des enjeux actuels en matière de transition énergétique et écologique, le CEI souhaite apporter des services concrets toujours plus nombreux à ses membres. Le comité du CEI a adopté à l'unanimité de nouveaux statuts. Les principales modifications sont les suivantes. Permettre aux communes de transférer la compétence borne de recharge pour véhicules électriques au CEI, promouvoir des solutions de mobilité douce. Dans ce cadre, il doit pouvoir être statutairement habilité à intervenir en fonction des possibilités offertes par la législation en vigueur. Pouvoir assurer la création et l'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid. D'autre part, les statuts du CEI n'ayant pas été actualisés depuis 2014, certains ajustements sont apparus nécessaires, comme adapter les articles relatifs au transfert et à la reprise des compétences, insérer un article qui conforte l'habilitation du CEI à exercer des missions, des services et des activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire ou utile à l'exercice de son objet au profit de ses membres. Aménager et exploiter toute installation de production d'électricité, assurer la gestion et la valorisation des C2E, assurer ou participer à la réalisation, de la gestion et l'exploitation de bases de données d'intérêt général et de systèmes d'information géographique, coordonner des groupements d'achat et conclure des conventions de mandat. À noter que pour des raisons d'ordre administratif, ces modifications et ces nouvelles compétences ne pourront pas être effectives avant octobre, voire décembre 2022. Donc, conformément aux dispositions du CGCT, articles 5, 52.11.2 et L 52.11-17, le conseil municipal dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer, soit avant le 30 juin 2022. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'approuver les nouveaux statuts du syndicat d'énergie des élus. Là, il y a encore une autre chose. Voilà. Il faut voter normalement. Alors, si vous avez-vous des questions? oui, voilà. Avez-vous des questions? Vous avez le rapport en fait qui est là. Alors, on est obligé de voter évidemment les modifications de statut dans toutes les communes qui sont présentes dans le CEI. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Monsieur Philippe Perrault. Oui, on continue. Alors là, ça concerne toujours le CEI, l'adhésion à la compétence en matière de mobilité propre. Voilà. Donc, le CEI exerce pour les membres qui transfèrent cette compétence relative aux infrastructures de charge et aux points de ravitaillement dans les conditions énoncées dans ces statuts. Cette compétence peut comprendre la création et l'entretien des équipements, ainsi que la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de ces équipements. Pour le bon fonctionnement du transfert de la compétence, le CEI a établi un règlement ayant pour objet de définir les conditions administratives, techniques et financières d'exercice de cette compétence, notamment pour ce qui concerne les bornes souhaitées par les collectivités en dehors du schéma directeur ou pour les collectivités qui exercent l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Donc le CEI élabore un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma répertorie les installations existantes et définit les nouvelles installations afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les besoins du territoire en matière d'infrastructures de recharge. Le CEI perçoit les recettes liées à l'utilisation des équipements par les usagers. Les tarifs du service sont fixés par le CEI. Celui-ci prend en charge le financement des investissements des équipements qui sont identifiés dans ce schéma directeur.
concernant les bornes existantes, c'est celles par exemple qui sont derrière la Barbacane, le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition à titre gratuit au sein du patrimoine existant. Le patrimoine existant ainsi mis à disposition demeure la propriété des membres ayant transféré la compétence au CEI. Le CEI est propriétaire des équipements qu'il réalise en lieu et place des membres qui lui ont transféré la compétence pendant toute la durée du transfert. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de délibération suivant, consistant en l'adhésion à la compétence en matière de mobilité propre portée par le syndicat d'énergie des Yvelines. Alors, pour être un petit peu plus précis, si je me retrouve dans mes papiers, c'est pas sûr, c'est pas grave, je vais le faire de mémoire. En ce qui concerne, par exemple, les deux bandes qui sont derrière la Barbacane, en gros, on a un déficit actuellement d'environ 900 €. Quand on compare à la fois les dépenses et les recettes, ça équivaut à peu près à un déficit de 900 €. Dans le cadre de cette compétence, le CEI récupérerait la totalité du fonctionnement, c'est-à-dire que le déficit serait pris en charge par le CEI. À noter que ces 900 € sont certainement inférieurs à la réalité, puisque les bornes sont alimentées par le compteur de la Barbacane. Je passe sous le contrôle de M. Cattaneo. Et donc, en fait, le CEI, dans ce cadre-là, poserait un compteur à sa charge, ce qui permettrait d'identifier clairement les consommations de ces deux bornes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, ces consommations seraient prises en charge par le CEI. Ce qui veut dire que non seulement c'est les 900 €, pardon, plus les consommations de ces deux bornes. Donc, voilà. À noter aussi qu'en ce qui concerne, et puis il y a un projet, je trouve ici de Michel, il y a un projet de mettre deux bornes complémentaires au niveau de la salle des fêtes, sous réserve que le schéma directeur soit validé, ce qui est probablement le cas. Si ce schéma directeur est validé, l'implantation de ces deux bornes serait prise en charge en totalité par le CEI, c'est-à-dire installation, fonctionnement. Voilà. En fait, c'est des économies à la clé pour la commune. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, M. Loisel. Pour la mise en place des deux bornes dont tu parles sur la salle des fêtes, est-ce que les travaux pourraient se coordonner avec les travaux actuels de la salle des fêtes pour éviter toute dégradation de ce que l'on est en train de construire? C'est-à-dire que les tranchées, etc. C'était prévu, c'était évoqué avec l'architecte en rendez-vous de chantier, et les travaux sont faits, avant. D'accord. Les gaines sont passées, quand même, Michel, les gaines sont passées. Les gaines seront passées, ainsi de suite, par l'entreprise Boitelet. Tout est prévu, justement. C'est pour ça que le jour de l'inauguration, peut-être que les bandes ne seront pas en place, parce qu'on attendra éventuellement en fonction du schéma directeur du CEI, mais tout est prévu pour nous. Merci. Bien, on va passer au vote, si vous n'avez pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous allons passer donc je vais passer la parole à M. Michel Leblay concernant l'acquisition intégration de la voirie La Résistance Navarre et notamment sa sphérécité qui est assez importante à cet endroit-là. Merci. M. Leblay, je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, est-ce que tout le monde voit à peu près où est la résidence Navarre? Une résidence qui se situe au Val des Quatre Pignons, à l'entrée du camp de gendarmerie, sur la droite. Donc, lors de la session des maisons de la résidence Navarre, une association syndicale libre a été créée et chargée de gérer les espaces et équipements communs des résidences. Cette association a pris en charge les divers travaux. Ils ont réparé l'hydrant qui était en mauvais état, ils ont démonté le réseau d'éclairage public, ils ont fait une inspection du réseau d'assainissement et ils se sont raccordés au réseau de la commune. Ils ont démonté également l'antenne collective, enfin, etc. Ils ont fait beaucoup de travaux d'entretien et d'amélioration. Lors d'une assemblée générale du 26 octobre 2018, les copropriétaires ont demandé à la commune
d'intégrer la voirie et les réseaux dans le domaine public communal. Donc en 2020, les services techniques, avec les services techniques, on a étudié la demande et on a considéré que le transfert était possible, car les réseaux sont en bon état, la voirie est dans un état moyen, mais pas préoccupant par rapport au reste du réseau routier que nous avons sur la commune. Il est ensuite apparu que la société CDC Habitat, l'ancienne propriétaire de l'ensemble de la résidence, n'avait pas cédé la propriété des espaces communs à l'ASL. Le transfert doit ainsi prendre la forme d'une vente à l'euro symbolique par la société CDC Habitat à la commune de Veynes de la parcelle C534, alors qui englobe la voie et l'espace vert de l'entrée de la résidence, c'est là où il y a le transfo, si vous la voyez situé à peu près, le transfo ELEC, et d'une partie de la parcelle C496, qui est le bassin d'infiltration des eaux de pluie de la résidence. Donc, qui, elle, est plus côté en bas de la résidence, puisque la résidence Navarre est en pente, en bas de la résidence pour que les eaux de pluie puissent s'évacuer. Donc, le plan de division est en cours et sera joint au projet de délibération et à l'acte de vente. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur ce projet. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Copin. Monsieur le maire, je voulais vous demander, est-ce que les permis de construire délivrés assez récemment, qui représentent un certain nombre de logements, feront partie de la même entité associative Non. de ces maisons de... C'est non. D'accord. Non, parce qu'ils ne sont pas sur la résidence là. D'accord. Très bien. Merci. Avez-vous d'autres questions? On peut passer au vote? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Juste une petite précision. Tout ce qui concerne l'éclairage de cette zone, en fait, se trouve sur les parties privatives et sont en charge par chaque propriétaire. Pour l'information, voilà. Bien. Alors, l'ordre du jour étant terminé, on va passer si vous avez des questions concernant les décisions du maire. Oui, Madame Béguier. Ah bah c'est tentant, hein. Est-ce que vous pouvez me rappeler le montant que nous avions dégagé au budget pour le local des archives? Alors, comme ça, tu l'as, Philippe, Michel? Alors, je dis que c'est tentant parce que j'ai été un peu effrayée par la somme totale de tous les marchés passés. Oui, d'accord, je comprends. Oui, ça fait peur. Surtout que si je me souviens bien, les archives, on va les avoir que depuis 2016, toutes les autres étant dans un triste état, et on peut difficilement les récupérer. On en a récupéré pas mal, hein, quand même. Bon. Mais, parce que là, je pense que l'enveloppe que vous avez dégagée sur ces décisions, va y avoir d'autres travaux en plus. Non, ça c'est vraiment... Ça concerne que le sous-sol, ça? C'est que le sous-sol, oui. Ouais. Ça concerne la totalité des locaux archives, c'est-à-dire le sous-sol où vont être entreposés les archives et le petit espace qu'il va y avoir donc au-dessus, qui va être le lieu de consultation. D'accord. Bon. Oui. Juste pour justement les archives qui ont été détériorées, en fait, on a un contrat, comme vous le savez, avec le centre de gestion, où on a donc une archiviste du centre de gestion qui est en train qui va pouvoir justement maintenant trier toutes les archives détériorées, etc., essayer de récupérer un maximum de choses, et à l'avenir, on espère numériser, ça sera pour plus tard. Voilà. Donc en fait, tout n'est pas perdu, il y a encore un travail de remise à jour de tous les documents qui seront possibles à rattraper qui est prévu. Voilà. Ce qui me rassure, c'est qu'avec la somme dégagée, elles seront bien rangées. Elles seront aux normes. Elles seront très bien rangées, mais ça concerne aussi, attention, ça concerne aussi les archives futures. Oui. C'est pas simplement les anciennes, d'accord? Merci. Bon. Non, mais je pourrais le préciser quand même. Hein. Bon, avez-vous d'autres questions? Oui. Sur les... Oui. Non, c'est bon. Donc on a l'info sur le budget. On avait 312 000 initiales sur le budget. Et là, on est à 214 18 000.
224 hors taxe. C'est bon, ça répond à votre question? Très bien. Est-ce qu'on a obtenu des subventions pour ces dépenses? Oui. Oui. Si. On en a. Attendez, il faut les rechercher maintenant. Mais... Oui, non. On vous les donnera, il n'y a pas de souci, mais Oui. effectivement, on a des subventions, bien sûr. D'autres questions sur les décisions du maire? Non? Pas de questions? Bien. Donc on va passer à des questions diverses. Questions orales posées par Madame Sylvie Béguier, Madame Danielle de Roquefeuille et Monsieur Claude Copin. Alors, première question. Des dégâts des eaux ont eu lieu place de l'Étendard dernièrement. Quelles ont été les conclusions de la SOR sur les causes de la rupture d'une canalisation qui a privé d'eau les Bénois de ce quartier? Monsieur Michel Noblet. Excusez-moi, voilà. C'est bon, c'est fait. Donc, la réponse à la SOR. L'origine de la casse des canalisations. Pour ces deux cas, il n'y a pas d'origine connue. Cela peut dépendre de plusieurs critères. De la nature de la canalisation, donc qui est en fonte grise, qui avec le temps perd sa résistance. Cela peut venir des mouvements de terrain. Canalisation qui accepte moins bien les contraintes dues au mouvement de terrain. Forte circulation. Véhicules lourds qui avec le temps fragilisent la canalisation. Et terrain agressif qui détériore la canalisation et peut créer ce type de fuite par endroit. Pas constaté à cet endroit. Ça n'a pas été constaté par la SAR à cet endroit. Donc la première fuite a eu lieu le 31 mars 2022 et la deuxième dernièrement le 21 mai 2022. Au sujet de l'âge de la canalisation, on n'a pas d'informations à ce jour sur l'âge de la canalisation. Et sur la durée de vie, on n'a pas non plus d'informations. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. En revanche, sur le coût de ces interventions, le coût de la réparation est supporté par la SOR dans le cadre du contrat qu'ils ont avec le CIRIA. L'état de la canalisation actuelle, à ce jour, cette canalisation n'est pas connue comme étant problématique. C'est-à-dire qu'ils ont passé les inspections dessus, elle n'a jamais été identifiée comme problématique. Ça fait partie des choses, voilà, les seules réponses que l'on a pour le moment. C'est bon? Oui. Oui. J'en profite. Chacun de nous a pu observer que depuis quelques années, de nombreux véhicules fréquentent le rond-point dont nous parlons. Il se trouve qu'il y a eu de nombreux déplacements de terre avec beaucoup de camions. Alors notamment pour la salle des fêtes, notamment pour le golf là-haut, où ils ont été des mois et des mois, sinon des années, pour ramener tous les... Et on se dit aussi que dans les causes complémentaires, on va dire, parce qu'il y avait quand même un trou impressionnant, hein, on avait l'impression que le bitume allait descendre tout de suite avant qu'il se soit remblayé. On peut quand même penser que tous les véhicules très lourds qui passent d'Ambène, qui dans le virage de l'église souvent font des dégâts encore en ce moment, puisqu'il y a des bornes qui ont été endommagées complètement il y a une dizaine de jours. On peut se demander s'il n'y aurait pas un intérêt quand même à essayer d'arrêter une bonne fois pour toutes, ou du moins le mieux possible, la circulation de véhicules qui, par facilité, passent d'Ambène alors qu'ils ne desservent personne d'Ambène, uniquement pour gagner des kilomètres, c'est-à-dire pas faire le tour par la 13. Est-ce qu'on pourrait se pencher peut-être sur l'espace de contournement devant chez Mention, qui est réservé à cette fonction-là et qui pourrait permettre de temps en temps à la police municipale, voire à la gendarmerie, de faire des contrôles. Autrement, s'il n'y a pas de contrôle, les gros camions très importants continueront à passer. Et je pense que ces camions-là, ils ont quand même un effet sur la solidité de cette voirie de l'Étendard.
Alors sur cette voirie, je ne sais pas si vous l'avez peut-être constaté à une époque, en fait, il y a 15 cm de béton en dessous, 40 cm de béton en dessous. Donc en fait, elle supporte très bien, si vous voulez, ce passage répété. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on est à l'étude sur la possibilité d'empêcher les grands camions de passer dans le centre de benne. D'accord? Donc ça, on est en train de travailler dessus avec une équipe, de manière à voir, mais vous allez certainement le voir quand on travaillera dans la commission adéquate, hein, parce que vous savez très bien que la traversée de benne au-dessus de 7,5 tonnes, je crois, est interdite. D'accord? Donc, comme ils passent quand même, et que bien souvent, on ne peut pas être sur place pour. Une fois qu'ils sont engagés, c'est qu'il faut les laisser passer, parce que sinon, on ne peut pas faire reculer les camions. Donc, voilà, on a prévu tout un dispositif pour empêcher les camions de passer dans Ben. Mais le rond-point, on ne pourra pas faire grand-chose, puisqu'on a une départementale, et si on veut empêcher de traverser dans Ben, il faut les faire passer de l'autre côté, ou les empêcher de traverser et repasser par le rond-point. Voilà, c'est prévu. Et comme vous le savez, ces gens-là se parlent beaucoup entre eux. Et Oui. je pense que si de temps en temps, il y en a un qui en demande de faire demi-tour, ça se saura assez vite dans le domaine des routiers. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien, mais ça peut encourager. Alors, en ce Merci. qui concerne la verbalisation, c'est effectué quelques fois. Je dis quelques fois parce que bon, les policiers municipaux se voient toujours derrière les camions, bien évidemment. Hein. Il y a toujours la possibilité de mettre des radars, comment on les appelle ceux-là, des radars verbalisateurs, je ne sais pas comment on les appelle, mais bon, ça, il faut une autorisation, c'est une autorisation très particulière. Voilà. Mais on est sur le sujet, effectivement. Deuxième question. Bien qu'étant limité à la vitesse de 30 km/h, la côte de Neuf reste une rue dangereuse, particulièrement de la part des cars Courtoul qui ne respectent pas cette limitation dans le sens de la descente. Pourrait-on signaler ces excès à cette société ou à ces Ça fait sociétés? un peu piste de bobsleigh pour bus. Hein. C'est dangereux pour les piétons, pour les vélos, pour les scooters. Oui, oui, Ouais. je suis d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Et je trouve que ça s'aggrave dernièrement. Il y a de plus en plus de liberté de la part de ces chauffeurs. Tu peux répondre, Sophie? Oui. Alors, je vais répondre simplement. Plusieurs courriers sont partis de la part de Monsieur le maire, justement pour signaler aux transporteurs la vitesse excessive. Et il n'y a pas que dans la côte de Neauphle. Il y a sur la rue des Marronniers, il y a dans le Val aussi, enfin sur les circuits de bus. D'une façon générale, les bus circulent beaucoup trop vite. Donc ça a déjà été rappelé. Et on est en train de réfléchir à des aménagements justement pour limiter cette vitesse-là, parce que bon, il y a les bus, c'est certain, il n'y a pas que les bus quand même. Hein. Parce que les particuliers aussi, quand ils descendent la côte de Neauphle, ils roulent particulièrement vite et ils ne sont pas à 30 à l'heure, très clairement. Et ils sont plutôt à 60-70 qu'à 30, hein, on est d'accord. On est en train effectivement d'étudier tout ça, comme dans le cadre de l'aménagement du carrefour de l'Étendard. Ça fait partie des sujets qu'on a à l'étude. Il y a plusieurs solutions, éventuellement des radars pédagogiques, mais il y a peut-être d'autres solutions un peu plus contraignantes pour les automobilistes pour qu'ils respectent effectivement la vitesse. Mais bon, on ne peut pas avoir un policier municipal campé en bas de la côte de Neauphle avec le radar en permanence. Parce qu'il n'y a pas que ce secteur-là de Ben qui pose problème avec la vitesse des véhicules. Alors à Moc-Panier aussi, il y a le radar pédagogique, tout le monde ne le respecte pas, loin de là. Et en 10 jours, 2 fois, je me suis fait doubler sur les zebras. Oui. Ligne blanche, donc est-ce qu'on peut faire quelque chose là aussi Ça nous est à tous, malheureusement, ça nous est à tous arrivé, ça. Ouais. Mais c'est des comportements de voyous de la route, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et malheureusement, voilà, on met en place un certain nombre de choses. Et comme je vous dis, on ne peut pas avoir un policier municipal campé partout, dans tous les secteurs qui sont dangereux. Il faut que les gens prennent conscience que on ne va pas attendre quand même. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience de la dangerosité de leur comportement. Et ça, c'est un peu compliqué pour nous.
Bien. Une bénoise nous a fait part que la liaison Valbourg serait autorisée à la fois aux piétons mais aussi aux vélos. Confirmez-vous cette information? Madame Charton, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la circulation des vélos est en effet prévue sur cette voie de liaison entre le Val et le bourg. Nous avons tous remarqué que sur la RD 119, il était tout à fait impossible pour des familles de circuler à vélo. C'est un danger vraiment avéré. Et donc, il a été étudié la possibilité, tant aussi bien sur la réglementation que la sécurité, de voir comment mettre en place une circulation aussi bien pour les piétons que pour les vélos. Et il a été décidé donc de placer des panneaux voies vertes. Ces panneaux voies vertes permettent donc le partage d'usage d'une voie entre piétons et cyclistes, en sachant que le piéton étant le plus fragile, il est prioritaire sur le cycliste. Je rappelle à quoi ressemblent ces panneaux. Ce sont des panneaux de forme carrée, de fond bleu, avec une voie tracée en vert dessus et un petit pictogramme représentant un piéton et un cycliste. On sait qu'aujourd'hui, de toute façon, les cyclistes empruntent cette voie d'une manière non réglementaire, parce qu'aujourd'hui un panneau l'interdit, mais c'est la seule manière de rejoindre le bourg depuis le Val à vélo, de manière sécurisée. Donc cette signalisation permettra de faire en sorte que cette voie soit partagée en attendant de futurs travaux qui ont été imaginés mais qui aujourd'hui n'ont pas de budget, de vérifier avec le géomètre la largeur, parce qu'il faut un minimum de largeur pour un croisement aisé entre deux vélos par exemple, ou entre une poussette et un vélo. Et donc il y a des frais de géomètre et ensuite des frais de travaux qui aujourd'hui sont pas, voilà. Donc ça on verra ça dans les temps à venir. Merci. Vous avez une question? Ceci répond-il à votre question? Très bien. Alors, dernière question. Un bilan de la fréquentation des spectacles de théâtre ou de cinéma est-il effectué régulièrement? Quel en est le bilan? Alors, je pense que vous parlez de la Barbacane, je suppose, du CIVU. Alors, vous aurez un bilan complet dans un prochain conseil municipal, puisqu'on attend le vote du compte administratif du CIVU, de manière à pouvoir vous apporter toutes ces informations. Le bilan, on l'a déjà, on n'attend plus que le vote du CIVU sur le compte administratif pour vous faire un bilan exhaustif des activités du CIVU. D'accord. Parce qu'en fait, la question est plus complète que ça. Il y a des initiatives locales et organisées notamment par le foyer rural et le théâtre, Christian Blain, qui a fait il y a eu 2 représentations de Cyrano de Bergerac et c'était inscrit nulle part. Nulle part. Donc, comme avant on faisait partie de la troupe, on l'a su, donc on a passé le mot. Il y a eu aussi un salon, Sylvie là, peut en parler, un salon Forum Santé. Pareil, pas d'information. Donc, il y a beaucoup d'initiatives locales, foyer rural et d'autres. Et l'information n'est pas partagée. Elle n'est pas sur les panneaux, elle n'est pas sur le... Voilà. Donc, comment faire pour que toutes ces initiatives locales... Ce qui est étonnant, monsieur le maire, c'est que c'est marqué sur le site de la mairie, mais par contre, les représentations ne sont pas affichées sur le site de la Barbacane. Alors, attendez. Là, il ne faut pas confondre 2 choses. Vous avez d'une part le CIVU avec sa propre programmation, et vous avez la salle qui est mise à disposition des associations, soit pour des spectacles de danse ou de théâtre. Dans ce cas-là, le CIVU n'a rien à voir avec tout ce qui concerne la communication. Ça c'est clair. Hein, c'est pas eux c'est pas la Barbacane et le CIVU qui va se charger de la communication concernant les activités des associations. Donc c'est bien à elle de le prévoir. Donc pour ça, je peux laisser la parole aux 2 personnes, il y a Félicien qui s'occupe de la communication et à Sophie qui vous expliquera, mais c'est clair, c'est pas le CIVU qui le fera. C'est donc de la responsabilité de l'association, si vous voulez, à
charge pourrait peut-être de revenir vers la mairie s'il y a des difficultés ou autre, mais c'est pas du tout la charge des civils. Il faut qu'on soit clair. Je suis d'accord, mais on ne peut pas rajouter cette charge. Oui, mais on peut pas rajouter cette charge, si vous voulez, au personnel du civil. Ça, c'est pas possible. Non. Je vais juste répondre par rapport au forum santé qui a été organisé conjointement avec le CCS. La communication a été faite. Il y a eu des affichages chez tous les commerçants. Il y a eu des distributions de flyers dans les communes environnantes que Mme Pandolfi est allée déposer elle-même auprès des mairies. Il y a eu l'information sur la lettre d'information. Il y a eu également une information qui a été diffusée sur les panneaux d'affichage et sur le site internet de la ville. Donc par rapport à ça, la communication, on a utilisé tous les canaux de communication qu'il était possible d'utiliser pour diffuser l'information aux Bennois et en dehors même de Ben. Même les référents de quartier ont eu tous la communication avec l'affiche. Donc on a vraiment utilisé tout ce qu'on pouvait pour transmettre l'information. Pour la pièce de théâtre dont vous parlez, est-ce que vous savez si l'association s'est mise en relation avec la mairie spécifiquement pour cet événement-là pour C'était bien affiché sur le site de la mairie. Sauf qu'à partir du moment où c'était à la Barbacane, moi personnellement, quand on en a parlé, je suis allée tout de suite sur le site de la Barbacane et ce n'était pas précisé du tout. Le jour du forum santé, il y avait une exposition des peintres aussi à la Barbacane. Moi, je passe pas ma vie sur le site de la mairie. Donc, c'est vrai que souvent, je regarde à la Barbacane ce qui se passe. Et là, rien n'est affiché là-dessus. C'est un peu dommage. Ouais, alors, on a, côté ville, on a déjà un gros flot d'informations à gérer. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des fois une sensation un peu d'incohérence par rapport à la communication du CIVU et celui de la mairie. On essaie de le lier au maximum. Ouais. Pour l'histoire de la représentation dont vous parlez de l'association, faut faire attention à ce que, bien spécifiquement, l'association sollicite la mairie pour qu'on puisse relayer. Alors, c'est aux associations de faire les visuels, de faire tout ça. Ensuite, après, on peut relayer. Vous me donnerez peut-être à la fin précisément le nom de l'asso, etc., qu'on puisse regarder en détail. En tout cas, voilà. J'ai conscience que l'articulation communication-ville, Barbacane, n'est pas forcément comprise par tous, mais c'est pas des structures, c'est pas les mêmes structures, et il y a énormément d'informations à gérer, et la ville ne fait pas que de l'info sur de la culture, donc il y a la culture, il y a le scolaire, il y a les travaux, enfin, c'est vraiment énorme. Donc on essaie de faire un petit peu au mieux, mais on va regarder ce qui s'est passé pour cette représentation, puis au besoin pour la prochaine, on fera mieux. Quand on est aux informations là, de ce qui se passe à la Barbacane au niveau associatif, sachez que les 3 prochains week-ends, 3, 4 juin, 10, 11 juin et 17, 18 juin, les associations de danse vont présenter leur spectacle. Donc le 3 et le 4 juin, l'association de danse contemporaine et classique. Le 10, 11 juin, la section danse du foyer rural. Et le 17, 18 juin, l'association corps à corps de jazz. Alors effectivement, il n'y a pas eu de demande d'information, de communication par la mairie. Mais voilà, puisque cette séance est publique, vous êtes informés. Voilà. Bien, n'ayons plus de questions. Je vous remercie et je vous souhaite, Monsieur Copin. Monsieur le maire, vous avez peut-être vu, enfin c'est pas peut-être, c'est sûrement, que nous avions fait une proposition pour la prochaine tribune sur un sujet qui nous inquiète tous. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous en toucher 2 mots, même si tout n'est peut-être pas à dire, ce qui serait intéressant aussi sur des sujets aussi sensibles que ceux de notre futur collège. Vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Notre futur collège. Ou les informations sur le collège, c'est ça? En fait, la question, c'est est-ce que vous pouvez reformuler votre question pour que tout le monde comprenne bien? Tout comprendre. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que visiblement, actuellement, et on l'a constaté récemment, on a le sentiment qu'on n'a pas aujourd'hui des solutions pour l'implantation future de notre collège. Donc, si. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite information qui nous permettrait... Tout à fait, je peux vous donner l'information. Le collège sera implanté sur le triangle qui se trouve à l'entrée principale du Val des Quatre Pignons, sur la bande qui est là. D'accord. C'est officiel et on travaille avec le département justement sur cette solution et pas sur une autre. D'accord. Donc c'est officiel, je vous le dis.
Merci. D'accord, voilà. Merci de votre réponse. C'est bon? Oui. Parfait. Bien, écoutez, je vous remercie. Donc, je vais clore ce conseil municipal. Je vous souhaite une bonne soirée.